c'est trop tard. À partir de Ouais, c'est pour ça que dès que j'ai entendu ça, j'ai parti. Je suis parti. c'est ça. Bon, bienvenue à vous deux. Alors, hier, on était 5, moi compris. Frédéric était là. Il y avait donc Philippe Salvi, Cynthia, qui je pense va venir, mais un peu en retard. Et Mathieu Collet aussi. Mathieu Collet était là, mais je ne sais pas s'il va être là aujourd'hui. Je crois qu'il m'a dit Ok. qu'il ne pourrait pas. Donc, hier, c'était le kick-off. Donc, les éléments d'objectif, le début de présentation et l'agenda détaillé, c'est déjà fait. Donc, on va passer tout ça. Ceci dit, pour l'agenda détaillé, sur Slack, j'avais créé dans le temps, il est toujours là, un channel qui contient le mot Smart CFO. Et j'ai posté à l'intérieur ce matin ou hier soir, j'ai posté l'agenda détaillé pour que vous puissiez exactement savoir, en fonction des numéros que vous allez voir sur les slides, où est-ce qu'on en est par rapport à l'agenda global. D'accord Comme ça, vous verrez un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de progression. Ok. Voilà. Point numéro 1. Point numéro 2, je vais vous passer des liens. Tome 1, aujourd'hui, on va faire un test de sensibilité au risque. Et donc, pour que vous puissiez vous-même faire le test, soit maintenant, tout à l'heure, quand on sera tout à l'heure en train d'en parler, soit plus tard, si vous voulez qu'on gagne un peu de temps pour avancer, c'est voilà, vous pouvez prendre le lien qui est là-bas et faire le test où vous allez voir, il y a un truc sur la retraite, enfin, il y a différents sujets que je partage et comme ça, vous allez avoir les liens pour que vous puissiez vous-même aller consulter les documents concernés. Donc, l'idée pour avancer, c'est, une fois qu'on a rempli ces deux éléments-là, c'est que le format de l'atelier n'est pas un atelier. Voilà, c'est des retardataires qui sont avec un sourire contrit, mais qui sont là. Donc, on a Mathieu Collet qui vient de nous rejoindre et William Debroc. Et alors, en ligne. Salut. Et voilà, il vous voit. Jolie cravate, Mathieu. Il y a Frédéric est toujours là et Didier Blanchet se rejoint. D'accord. Salut. C'est Mathieu, oui. Donc, on est. Voilà. Voilà, il faut prendre des pseudonymes pour pouvoir se parler. Donc voilà, le format, c'est vraiment de type atelier interactif. Donc dans atelier interactif, il y a le mot interactif. Vous allez voir que j'ai fait un maximum d'efforts pour qu'il y ait des interrogations et je vous demande votre avis, votre participation. Et dans ce qu'on va voir aujourd'hui, si on arrive à faire les points 2 et 3 de l'agenda, il y a des vidéos, j'espère, inspirantes, des articles de presse, des cas pratiques. Le laptop est requis, donc je vous propose de le sortir. Voilà, on va même faire un peu de formule de calcul. Bon, il y aura évidemment pas mal de chiffres, forcément, le sujet du jour. D'accord? Donc, on va d'ailleurs commencer. La dernière fois, hier, j'avais commencé un peu en exhibant un petit peu mon patrimoine immobilier locatif. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu plus connaissance et peut-être qu'on réponde collectivement à des questions. Comme ça, on ne se sent pas trop, comment dirais-je, inspecté par le fisc. Donc, la première question que j'ai pour vous 4, c'est qui, si vous voulez soit lever la main, soit dire oui au téléphone ou non, parce que je ne vous vois pas du coup, mais qui est propriétaire de sa résidence principale à ce jour? Moi, Frédéric aussi. Alors, 1, 2, 3, 4 sur 5. Je suis le seul à ne pas être en ma résidence principale. Qui a lu le livre, qui connaît le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre? Je ne connais pas. Donc, ça fait 1 sur 5. Je le connais un petit peu, quand même. Vous avez imaginé, OK. Ouais, donc du coup, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce qu'il pense de la résidence principale, ce qui m'arrange, parce qu'on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Qui possède un investissement, au moins un investissement immobilier locatif? 0, 0. Moi, j'en ai un, moi. Pardon, Ouais. Très bien, ça fait 2 sur 5, d'accord. Qui a un projet d'investissement locatif, je dirais, dans les 6 mois? Non, je n'en ai pas. Moi non plus. Il y a Dans les 1 an. un projet avancé en fait. C'est juste une volonté. Parce qu'en 6 mois, c'est un peu. Non, justement, la volonté, c'est un peu court. Justement, je fais 6 mois exprès, parce que volonté à terme, oui, tu ne serais pas là, je pense.
Mais en tout cas, tu vois là. Mais dans 6 mois, ça veut dire que voilà. Bon, alors je mets 1,5. Moi c'est 1, c'est sûr. Et donc je mets 1,5 parce que je te sens un peu hésitant. Donc voilà. Il n'y a pas un vrai oui, genre, mais bien sûr, Jean-Pierre. Moi, en juin 2020, j'aurais signé chez le notaire. Tu vois, c'est la différence. Ça va pas être bon, excellent. Alors, question suivante. Qui perçoit plus d'une source de revenus récurrents tous les mois, à part son salaire, bien sûr? Une source de revenus récurrents. Donc, c'est-à-dire, c'est pas j'ai gagné au loto 12 euros hier, n'est pas un revenu récurrent. Hein. Sauf si vraiment tu arrives à gagner tous les mois, et dans ce cas-là, 0. Ah, du coup, moi, avec le loyer, Ben voilà, très bien, donc on est 2. Qui tient, alors attention, la question c'est là, c'est la question qui fâche. Qui tient un budget mensuel remis à jour en début de mois? Alors, 1 sur 5. moi, j'en ai un aussi, ouais. Frédéric, je te mets Ouais, ouais. 2 sur 5. Alors, Non, c'est pas moi, hein, c'est madame, mais c'est pareil. Sur Anticip, ça dépend. Exactement, bonne réponse. Madame le fait, donc c'est pareil. Voilà. Non, il a raison. Point de vue familial. Moi, je suis célibataire, donc quelque part, je fais pour moi, mais. Ah, mais non, pas les êtres humains. C'est pas un patrimoine des êtres humains. Bon, d'accord. Et qui possède un ou plusieurs crédits à la consommation? Ah, moi, du coup. À la consommation. Attends, c'est quoi la consommation exactement? Ben, carte Confinoga. Ah oui, non, 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 pas moi, personnel, pas moi, pas moi. Non, non, moi, c'est immobilier. Pardon. D'accord. Non, prix personnel. 0 sur 5. Non. Ok. Intéressant. Ok. Non, très bien. Très bien, très bien. Donc, Tu ne le dis pas, toi. pour moi, ah, mais si, je crois que je t'ai donné la réponse. Ah, mais c'est-à-dire, alors attends. Alors, j'en ai pas. Budget mensuel, oui. Plusieurs sources de revenus, oui. Projet locatif à moins de 6 mois, oui. Et j'ai plus d'un bien, j'en ai 5, mais immobilier, donc locatif. Donc, non, j'avais déjà, mais tu n'étais pas là hier, donc, si tu ne peux pas savoir, mais j'ai déjà été. Bon, du coup, je ne vais pas trop vous embêter sur cette question suivante parce qu'elle est valable vraiment que pour toi, Frédéric. Donc, je veux pas que. Mais si tu veux, toi, partager un peu ton profil, tu peux le faire, mais tu ne te sens pas obligé. Attends, total. J'en ai aucune idée, c'est ma femme qui gère. Dernier point, encore une fois, je promets l'interactivité. Vous voyez, j'essaie d'en mettre un maximum. Est-ce que hier, on avait parlé un peu d'attente. Vous n'avez pas trop ouvert le débat par rapport à ça, sur vos attentes par rapport à ce voilà, que vous êtes là, c'est l'occasion de le faire. Si un de vous quatre, bon, mes attentes, je les ai déjà exprimées hier, mais si vous avez déjà des attentes particulières, est-ce que c'est votre culture générale, est-ce que c'est j'ai un projet de 6 mois ou... Non, moi j'aimerais parce que moi j'ai dit non de base parce que je pense que c'est un. Mais ouais, mais c'est surtout pas mal de commissions à l'achat pour certaines personnes, mais qui forcément qui à la revente n'est pas toujours aussi pas toujours intéressant. Donc ça c'est une question que je me pose. Et après, potentiellement la province, comment on voit le marché de la province, Okay. comment on peut segmenter le marché en province. Ok. Voilà. Ok, alors sur ces deux plans-là, donc Pinel, il y a un paragraphe que pour ça. D'accord. Donc là, on va être bien dans le débat. Et en plus, j'en ai fait, alors Pinel, j'en ai fait que 2. Mais j'ai une expérience dans les immobiliers de défisque, justement. Donc, c'est intéressant parce que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal de presse négative dessus. Ouais, peut-être pas. Parce que, non, elle est liée et justifiée par des comportements de société qui, justement, utilisent la carotte fiscale pour te vendre un truc qui n'est pas intéressant pour toi. Donc on est d'accord. Je ne suis pas en train de te dire, vas-y à fond. Le problème, c'est qu'il y a. Bon, très bien. Et pour ce qui est de la province contre région, ouais, on va en parler spécifiquement quand on va parler de la crise immobilière. Dans l'agenda qui est sur Slack, Zoé, Smart CFO, tu sauras à quel moment on va en toucher. Super. Merci à toi. Puis moi, Jean-Pierre m'en a déjà parlé. C'est moi, j'envisage de déménager. Ouais. Donc, est-ce que je reste propriétaire ou est-ce que je passe locataire Ouais. et est-ce que j'achète des biens à côté? Ouais. Bah là, on va en parler.
On va en parler aujourd'hui. J'ai une partie pour ça et on va en reparler une prochaine fois encore. Alors, après, le timing, je ne le gère pas trop parce que ça dépend de notre avancée, d'accord? Mais on va en parler, c'est clair. On va en parler, d'accord? Ça fait partie des documents que rédigés. Donc, je pense que tu devrais trouver ton bonheur. Alors, tu auras plein d'autres choses qui ne seront pas directement réponse à ta question. Désolé. Non, non, mais Je fais bon, pas de du toute façon, sur-mesure, mais et puis culture générale, voilà. Pour moi, je me suis voilà. jamais intéressé au sujet. D'accord. Et donc, pour ma culture générale. Frédéric ou Mathieu, vous n'êtes pas obligé d'avoir. Je vous offre. Par rapport à ce que j'ai en tête, déjà apprendre certains trucs, aussi de culture. Okay. Moi, j'ai des projets à terme. Aujourd'hui, je t'en avais déjà parlé, moi, j'ai des priorités qui sont différentes que sur un plan financier. Ouais. J'ai déjà beaucoup d'argent sur l'immobilier via ma résidence principale. Ouais. Mais voilà. Ok. Tu es plutôt sur la diversification entre les financiers plutôt que mettre trop d'immobilier dans ce genre. C'était les SCPI. Alors. Ah, CPI, ça, je ne l'ai pas du tout traité. Tu l'as pas, le champ est très très vaste. Hein. Ah, le champ est très très vaste. Ouais. Frédéric, tu veux éventuellement te partager quelque chose dans tes attentes ou des questions, des sujets ou des objections ou que sais-je encore? Moi, c'est un peu comme Didier, je pense. Enfin, moi, je viens d'acheter là un studio pour le louer. D'accord. Avec un prêt. Donc, c'est madame qui vient d'acheter. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Que là, je passe en location. Par contre, j'ai un autre appartement, moi, que j'ai acheté. Et pareillement que Didier, je ne sais pas si je déménage, puisque c'est dans mes projets. Est-ce que je vais mettre en location celui que j'ai déjà et en louer un nouveau, ou est-ce que je vais revendre celui que j'ai et en acheter un nouveau? Donc, voilà. Il y a un studio qui est déjà en location. D'accord. Ouais. Hein? Je n'entends pas bien. De quoi? Non, attends, tu as deux biens. Un studio que tu as mis en location. C'est ça. Tu en as un autre bien que tu as déjà acheté. Qui est à moi. Où je vis, en fait. Ah, d'accord. Donc, là où tu vis actuellement, en tant que propriétaire habitant, te demande l'idée d'éventuellement de faire comme Didier, c'est ça? De sortir. Ouais. Ça y est. Ça commence à être petit et je me tâte à changer, ouais. D'accord. Ok, super. Alors, on avance. Merci pour votre input. Et encore une fois, je crois qu'à part pour les SCPI, on va bien traiter des sujets qui vous attendent. Donc, vous avez l'agenda. Encore une fois, il y a aussi un lien qu'on pourra utiliser aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous mettre, savez-vous, un certain nombre de choses qui ont fait aussi que j'ai voulu faire ce genre de session-là. Le premier d'abord, et notamment, je ne veux pas que vous croyiez que je suis un être assoiffé d'argent, qui ne pense qu'à ça à midi et soir. Mais la philosophie un des éléments philosophiques, c'est que l'argent est souvent vu comme quelque chose d'assez mauvais. Enfin, les gens riches ne sont pas beaux, ils sont aigres, picsou, quoi. D'accord? Donc, il y a quand même une image qui est forte par rapport à ça. En France, clairement, on a un problème avec les gens qui ont de l'argent, qui ont du succès. Moi, j'essaie de vraiment voir l'argent juste comme une plateforme pour arriver à mettre en place mes objectifs pour moi ou pour ma famille. Et donc, j'essaie d'être meilleur par rapport à l'âge de l'argent parce que ça m'ouvre des portes. Hein. C'est vraiment le premier point. Le deuxième, et c'est un élément, on va en parler pas mal aujourd'hui, apprendre, c'est chouette, passer à l'action, c'est une autre paire de manches. Et aujourd'hui, je vous recommande de continuer à apprendre, pas uniquement ici, sur Internet. Alors, sur Internet, il faut faire un peu de distinction entre ce qui est bon et moins bon. Hein. Je prends des fois des commentaires. Bon, mais encore une fois, tout ce que vous faites, c'est un peu comme le principe des intérêts composés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe en finance. Mais l'idée, c'est pour l'investissement, que ce soit des obligations, quoique c'est plutôt des actions, c'est la valeur a besoin de temps pour pouvoir s'accumuler. Mais par contre, ça prend une forme géométrique. D'accord? C'est qu'il y a une accélération du gain. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. C'est en rajoutant dans le moment et dans la durée que vous allez arriver à un moment où vous vous rendez compte d'être vraiment à l'aise sur l'immobilier. D'accord? C'est parce qu'il y a un investissement personnel, d'écouter un podcast une fois tous les 2 jours et puis continuer. Faites-le vraiment comme un effort continu. Le troisième, qui me semble super, super important, c'est la connaissance de soi, notamment son degré d'acceptation du risque. Ça me semble super important. Et puis, il y a la disposition mentale, on va en parler un peu plus tard tout à l'heure, mais la discipline est super importante. Notamment, je pense que Mathieu, à mon avis, est un exemple, quelqu'un qui a, je ne le connais pas trop, mais s'il a accumulé un portefeuille financier assez important, c'est parce qu'il a une discipline d'épargne qu'il a dû mettre en place et qu'il a dû investir tous les mois
pendant des années. Et je le regarde maintenant bizarrement et j'ai une contradiction, je sens là. Hein? Tu veux la raconter? Si tu... Ben oui, commente-moi. Ouais. Alors, ça en tête. Mathieu, on t'entend pas bien. Et là, c'est mieux là? Vas-y. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends beaucoup mieux. Merci. En fait, moi, je me suis intéressé à. Alors, plutôt, pas forcément sur les valeurs mobilières au départ, mais effectivement, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, j'ai commencé à m'intéresser au budget, à ce genre de choses, sachant que j'ai pas une culture financière à la base. Mes parents, ils n'ont pas de thunes. Du coup, c'était très dans du livret A, dans des choses assez classiques, avec la volonté, voilà, de sécuriser un peu, avoir plusieurs mois de loyer d'affilée, ce genre de salaire d'avance, et blinder ce qui n'a pas de risque. Après, effectivement, ma culture financière est arrivée avec mon intérêt pour le private equity et les marchés financiers. Et à partir de ce moment-là, j'ai testé parce que j'avais de l'argent disponible. Je me suis pris des bonnes claques. Et après, du coup, j'ai réfléchi. Ça marche bien, du coup, pour réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai une stratégie d'investissement sur les marchés financiers qui est claire. Pourquoi je dis sur les marchés financiers? Ça s'inscrit encore une fois dans une gestion patrimoniale plus globale, de diversification. Moi, aujourd'hui, mon immobilier, même si à terme, j'ai envie de faire du locatif, mais d'une certaine manière, moi, je vous dis tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est un endroit où j'ai une prise. En l'occurrence, c'est là où sont mes parents ou mes beaux-parents, donc en province. Ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité, c'est de trouver un immeuble. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des appartements disséminés. Voilà, optimisation, faire un truc réfléchi. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. Okay. Après, sur la partie financière, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis non quand je ne tiens pas un budget, parce que toute ma stratégie est basée sur du lazy investment. C'est-à-dire que j'investis dans des ETF. Des index boursiers. Voilà, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. Tu répliques un index avec comme vocation d'avoir une diversification. C'est-à-dire que toucher un maximum d'entreprises cotées. Tout secteur, toute taille, tout pays. Ce qui fait que à partir de ça, j'ai plus besoin de m'intéresser en fait à l'évolution de mon portefeuille. Et après, j'ai une stratégie qui est plus. J'en ai deux en fait. J'en ai que me permettent de confronter un peu les deux approches. C'est une où j'ai mis de l'argent tout de suite et j'en rajoute pas. Ouais, c'est ça de poser la question. Sans market timing. Okay. De toute façon, je ne fais jamais de market timing. Et c'est-à-dire que je ne regarde pas est-ce que le marché est haussier ou baissier. C'est j'investis. Et après, l'autre où, par contre, c'est plutôt des sommes régulières tous les mois, une certaine somme, mais en automatique. Voilà. Et après, ma stratégie au-delà de la diversification, c'est aussi la réduction des frais parce que les frais, c'est la performance. C'est pour ça que je travaille sur des ETF et des banques en ligne principalement. Il y a la notion de discipline. Hein, au début, je croyais qu'il y avait me contredire, mais non, mais très clair, très clair. Génial, génial. Le quatrième précepte, alors sur lequel d'ailleurs je ne suis pas bon. Vas-y. Un exemple typique sur la discipline, c'est la récente introduction de la FDJ. Je suis fan de la FDJ, j'adore. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je cherchais comment investir dans la FDJ. Là, on peut se dire, tiens, ouverture du capital, introduction en bourse, c'est parfait. J'ai pas investi. Ça m'intéresse pas. Je savais que ça allait marcher. On est à 10%, je pense, depuis l'introduction. Au début, ça s'est monté. Ça ne fait pas partie de ma discipline d'investissement. J'ai arrêté d'investir dans des trucs comme ça en propre. C'est parfait. Vous allez voir ce qu'il vient de dire. On ne s'est pas concerté. Il y a des éléments qu'il vient de dire. C'est exactement, d'ailleurs, pas plus tard que le suivant. Joindre, ça c'est ma philosophie. Donc, elle est valable que pour moi. Les croyances, à la rigueur, c'est autre chose, mais ma philosophie d'investissement principale, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et tu vas me dire à l'instant, plutôt que de vouloir chercher la ville de province, tu peux faire ça. Celle où il y a le plus beau taux de rendement. Tu peux très bien dire aussi, pour moi, ce qui m'est agréable de faire, c'est de voir mes grands-parents et en même temps aussi, joindre l'utile, c'est-à-dire d'investir le meilleur bien, dans les critères que je veux. Et c'est pas grave si c'est que du 7%, alors qu'il faut faire 9% dans le Morbihan et qu'ils préfèrent aller là. C'est pas grave. Pourquoi?
D'abord, parce que la philosophie est claire, et je pense tout parce qu'il y a du sens à l'intérieur. Et le côté de l'agréable, ça va vous, entre guillemets, payer pour la difficulté d'investissement. Que si je vous dis, OK, tu vas perdre 2 kilos, mais tu veux que tu me fasses 20 pompes tous les matins et que tu ailles faire 3 heures de sport tous les jours et que tu as zéro plaisir, tu risques probablement de lâcher. Si vous en retirez quelque chose qui vous anime positivement et de la valeur et du sens et du plaisir, comme voir tes grands-parents, votre motivation ne va pas être la même. Il n'y a aucun doute là-dessus. Génial. Alors, pour ce qui est du premier paragraphe, et merci encore une fois à tous pour vos partages, l'argent et nous pour notre vie. Donc, je pense que je vais aller vers des sentiers battus, mais je préfère qu'on ait la même base de départ. Et puis, quitte à. Est-ce que vous êtes persuadé ou pas que nous avons, d'un point de vue ressources financières, une trajectoire long terme qui est déjà établie et qu'on peut à peu près pas trop la déroger? Ou est-ce que vous croyez que vous avez encore une chance de passer de votre rémunération actuelle à 2 millions par mois? Quelle est votre idée sur ça? Est-ce que vous pensez que si vous deviez prendre vos déclarations d'impôts et mettre une année sur un axe sur X, tu aurais 2005, 2006, 2007, et tu mettrais ton salaire, est-ce que peut-être tu aurais une courbe plutôt erratique ou tu aurais plutôt quelque chose qui montrerait une trajectoire avec peut-être des paliers, du change d'employeur éventuellement? Comment vous verrez un peu votre picture? Il y a aussi, hein. Ouais. Parce que ça, c'est ce que l'APEC montre en 2013 au niveau de la France. En rouge, c'est les hommes, et en noir, ce sont les femmes. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que, à part si vous faites des changements de carrière assez forts, moi, c'est le cas par exemple en 2015, où j'ai volontairement changé de carrière et donc moi, j'ai baissé. Puis j'ai rejoint Oracle, là, j'ai encore plus baissé. Mais en dehors de cet élément-là, si vous gardez une trajectoire relativement, j'ai envie de dire, rectiligne dans le même métier, vous allez probablement arriver à un moment à un plateau. Est-ce que c'est 60 ans, 50 ans? Mais voilà, votre trajectoire aura tendance un petit peu à se lisser comme ça. Différente par individu, oui, mais gardez cet état d'esprit. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement qui est irrémédiable, c'est quand vous allez… Non, ouais, il y en a un juste avant, qui est exprimé ici, ça vient de… Ouais, enfin, LIS, LIC, mais c'est l'impact du passage à la retraite, évidemment. D'accord? Donc, que ce soit en 80, la courbe noire, ou en 2010, où le vie, même si notre niveau de vie a augmenté, il y a cette rupture arrivée à 50, 60 ans. D'accord? Pourquoi? Parce que, et je vous montrerai des chiffres pour qu'on ait vraiment un niveau d'accord sur la source qu'il a. Les pensions de retraite représentent en France 75% du salaire moyen net de la vie, pas le salaire moyen des dernières 10 années. C'est-à-dire que si on devait rapporter la pension, par exemple, vos 10 plus hauts salaires, c'est plutôt 65, voire 55% que vous allez avoir. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous prenez votre salaire actuel, que vous mettez une projection optimiste sur les 20 prochaines années, plus 50%, d'accord? Ça vous donne un chiffre. C'est pas 75% de ce chiffre-là qui fera votre pension. C'est la moyenne de tout ce que vous avez fait de toute votre vie, depuis votre premier boulot à 1 500 €, assistant, voilà, d'accord? Pour aller plus loin, bon, les sources, là, c'est la DREES. C'est un organisme qui dépend du gouvernement, du ministère de l'économie et qui fait une analyse sur les retraites. Donc voilà, ils disent que, de façon intéressante, il n'y a pas eu d'études très récentes sur le sujet. La toute dernière remonte à mai 2010, d'accord? Vous voyez les chiffres qui sont là. Et le comité d'observation des retraites prévoyait une forte détérioration de ce ratio pour aller à 67% en 2020. Pourquoi? Pour prendre en compte, je vais retirer ça, pour prendre en compte les choix qui ont déjà été faits, d'accord, les systèmes de retraite en 2003 et en 2000, je ne sais plus la mémoire pour Fillon, mais il a déjà été fait. Donc, ils ont changé l'index, de valorisation des retraites pour le décorréler des prix, pour le mettre sur les prix, et pas sur les salaires. Donc, ils ont pris le moins 10 ans des deux. Hein. Et il y a eu ces fameuses réformes Fillon qui consistent à changer les règles du jeu pour l'âge de départ à la retraite. L'âge légal est toujours le même. Et pour avoir à taux plein, il faut travailler une modalité qui est importante. Donc, quelque part, factuellement, on te repousse l'âge. D'accord? Donc, ça, c'est déjà rentré. Donc, la statistique 75% de ces derniers moyens, elle est déjà vieille de 8 ans.
Et entre-temps, on va avoir l'impact de ces annonces qui sont déjà faites. D'accord? Après, il rajoute ce qui se passe actuellement. Alors là, la source, je n'ai pas réussi à la retrouver quand j'ai fait les slides, mais parce que quand j'ai pris le document, j'ai trouvé ça, et même si, le document est douteux, vous voyez la courbe législation actuelle, et là-bas, c'est marqué Fillon. Macron, excusez-moi, je me trompe de président et ministre. Même si la courbe est fausse, même si elle devrait plutôt être ici, l'idée fondamentale de ce qu'il essaie de faire, c'est de faire en sorte que, en essayant de dire à ceux qui vont à la retraite, oh, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas concernés, mais aux jeunes qui sont derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est baisser la valeur des pensions de retraite de certaines personnes qui ne sont pas encore à la retraite, mais quand vous y serez en 2025 ou 2035, alors le chiffre qu'on prend aujourd'hui est déjà faux. Ça va, c'est clair? D'accord? S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. Ah, excusez-moi, je vais faire un... Voilà. Ah, mais c'est moi qui ne faut pas. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre un niveau de... Là, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, excusez-moi. Voilà. Ensemble. Ah. À distance, je n'entends pas du tout, Jean-Pierre. Excusez-moi. Réaction.
Tu cherches à nous dire qu'on va avoir besoin d'un complément de revenu ou il y aura toujours des gens qui auront besoin de leur appartement. Tu vas voir, le jour venir. Mais tu vas voir, tu vas voir. Mais c'est un peu plus subtil que ça. Mais non, mais Jean-Pierre, je ouais. vais juste faire un petit résumé parce que moi à distance, j'entendais rien en fait. Ah Ouais, mince, moi non plus. Ouais. c'est vrai? Attends, Je vais faire un résumé, enfin, c'est rapide. Bon, ok. Grosso modo, c'est dommage parce que c'est passé sur. Bon, je vais peut-être. Mais le problème, c'est que si je retire l'écran, vous ne voyez plus. Ah non, mais par contre, non, mais ce que je fais enregistrer en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, si vous allez sur Zoom, peut-être que si on met le haut-parleur, ça marchera mieux, je pense, à mon avis. Je veux bien que vous ayez sur Zoom, ça vous dérange pas tous les deux entre temps? Ouais. Donc, grosso modo, il expliquait que le problème qui attaque la France en termes de retraite est à peu près le même dans tous les autres pays européens. Il y a des systèmes qui sont plus favorables que d'autres. Il prenait des Pays-Bas où la retraite est de 80% du dernier salaire du Pays-Bas. Pour différentes modalités, ils sont obligés de revoir à la baisse soit les pensions qu'ils doivent reverser actuellement, ou alors ils doivent augmenter les cotisations sur les gens qui sont dans ces pays-là. Et il y a des grèves dans différents pays. Il parlait de l'Angleterre, il parlait de Pays-Bas, Angleterre, et puis c'est tout de mémoire. Hein. Et Suède. Okay. Alors, quand on dit en France qu'on a le meilleur système d'Europe, je ne peux pas le dire, mais voilà, juste que vous compreniez qu'en France, sur le dernier salaire net, vous puissiez savoir où est-ce qu'on se situe. D'accord? Comme ça, vous avez une vision-là. Yes, comme ça. J'ai d'autres vidéos, j'espère que vous allez pouvoir profiter. Ouais. Je vous ai mis quelques éléments sur les montants, mais c'est vraiment plus pour l'éducation, enfin pour la culture personnelle, la culture générale. Donc là, c'est un tableau qui vient du Tour de la DRE, qui montre pension totale avec majoration pour enfants, hors complémentaire. On parle de 1 500 € net après les CSG et CRDS. Donc ça, c'est pour ce qui est du montant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir les dispersions de ce même montant-là, mais par organisme de retraite. Et donc, vous comprenez pourquoi certains SNCF, par exemple, sont plus actuellement dans les rues que les commerçants, parce que vous voyez le traitement des commerçants, quelques centaines d'euros contre… Tu les vois? Ouais. Et ce que c'est de faire Macron et le gouvernement, c'est que plutôt que changer uniquement, entre guillemets, le traitement futur, ils veulent aussi aligner les règles entre les différents systèmes. Et c'est là où ceux qui sont une chasse gardée, où tout va bien, de mémoire, la CNIEG, c'est puis les fonctionnaires, vous voyez tout de suite les montants, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous partagerai les liens pour éventuellement calculer le vote, mais ça, c'est la répartition. Alors, je n'ai pas trouvé mieux que comme slide. Mais l'idée, c'est de dire, OK, ça, c'est une moyenne, Jean-Pierre, une moyenne, il y a un écart type qui est énorme. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent 100 € et des gens qui ont plus de 4 500 € de retraite. Donc, où suis-je? Où serais-je? L'idée, c'est que sur la base de ceux qui sont nés en 46 et qui sont sortis en 2012, 3% d'entre eux seulement touchent plus de 4 500 € de fonds de pension. Et même si vous tournez là, vous descendez de 1 000 €, à mon avis, hein, je pense qu'il y a 5, 6, 7% qui ont plus de 3 000 € net par mois, quoi. Pas plus que ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir perçu sur 40 ans de travail un salaire net probablement d'une moyenne à 4 500, 5 000 € par mois. On est bien d'accord? OK. Donc voilà, vous pourriez me dire, mais Jean-Pierre, c'est super alarmant, mais c'est un peu ce que je disais à l'instant tout à l'heure, mais il n'y a pas que les sources de revenus du salaire. Hein. Alors voilà, question. Une étude, je l'ai pour les États-Unis, je l'ai pour la France. Okay, je vais vous poser la question suivante. Sur 100 diplômés de l'université américaine, qui ont leur diplôme en 75, 40 ans après, combien d'entre eux sont, fortunés? Fortuné, ça veut dire que… Un pourcentage, oui, 100 personnes, facile. Aisés et indépendants financièrement, donc en clair, la pension, c'est du bonus. Okay. Troisièmement,
ont pas mal d'argent de côté, mais, il y a une faute, c'est pas main, mais c'est mais dépendront largement de leur pension. Et 4, travailleront, seront pauvres ou décédés. Alors, 1, alors vas-y, 1, non. Vas-y, 1, 9. 1, 9, 10 et 80. Ah, 1, 9, 10 et 80, ça c'est pour vous deux? Ok. Je serais plus 20, 70. Alors moi, j'ai donné mon avis. 9, 20, 70. Frédéric? Je vais mettre 1, 5, 80, 1, 5. 80 et en dessous, je mets Ça fait 4 alors. 14. En bas. Ça va? 89, pas de souci. 1, 5, 80 et 14, tu dis? Ça c'est Frédéric. D'accord. Didier? Non, c'était Didier. Ah, pardon. C'est désolé. On a 2 arrivants qui sont avec nous. Alors, à toi tour, Frédéric. Attends. Non, c'est un quiz. Ouais, vas-y, branche-toi. Ouais, comme ça partage pas. Ouais, génial. Moi, Tiens, merci. Excuse-moi, c'est moi. C'est pas grave. Qui est dessus. Bon, merci. Frédéric, tu es toujours là? ouais. Que sont-ils devenus? Attends, parce que moi, je comprends pas pourquoi vous donnez plusieurs chiffres, en fait, là. Parce que c'est sur 100. Donc, si tu distribues 100 personnes. Ah, ok, pardon. Ok, ouais, je crois que tu voulais choisir un. J'avais pas fait gaffe. Je dirais principalement 1 pour 50%, à mon avis, au moins. Et Fortuné, ensuite, 50%. ouais. Non, pas. Attends. Hmm. Ouais, si, 50%. 50%, d'accord. Et ensuite, je ferai un 25-25 entre 2 et 3 mois. D'accord, 50, 25. Tu as donné ou j'avance? Je vais juste te conscient pour le temps. J'avance? Bon. Alors, ok, après, je vais vous donner les vrais chiffres, d'accord? Quelques secondes, mais vous allez les voir. Mais je m'attendais à ce que vous disiez, mais Jean-Pierre, mais qu'il arrive, tu veux nous alerter. Ça, c'est les Américains, c'est des malades, c'est des capitalistes. Nous, en France, c'est beaucoup mieux réparti, les inégalités, d'accord? C'est vraiment le thème, les inégalités, hein, d'accord? Voilà ce qui se passe en France. Donc, je vais vous le lire, mais je pense que vous avez compris. Grosso modo, 10%, ça c'est la revenu annuel, tout compris, hein, salaire, pension, etc. Il n'y a que 1% des Français qui gagnent plus de 106 000 euros net par an. À 45 000, attends, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. À 45 000, 10%, tout le monde a moins de 45 000 euros net par an. OK? C'est par foyer, hein, on est d'accord. En termes de patrimoine, c'était vraiment un peu le contre-argument. Est-ce que les gens ont accumulé un patrimoine important? On voit que les 1% plus riches sont autour de 1,8 million d'euros. Alors là, je ne sais pas, à mon avis, dans les 95%, on est à 800 000 et les 10% sont à 34 000. Ça, c'est tout le monde, la population française qui est active. D'accord? C'est la distribution de la richesse et donc du patrimoine en France. C'est-à-dire qu'en clair, il y a notre, ça vient de l'INSEE, d'accord? Mais pour répondre à votre question, en France, c'est 1% de fortunés contre, bon, peu importe ce que vous avez dit, 16%, Ok. 16%, non mais, et non, USA, c'est 3% indépendants financièrement. Je ne sais pas si vous imaginez. Non, mais très bien, Et 16 enfants, donc la France a quand même un peu plus de répartition. 30% auront mis des gens de leur côté, mais seront quand même largement dépendants de leur pension. 53% en France et 80% aux États-Unis sont soit morts, soit pauvres, soit devront travailler. Okay. Ça vous fait rire. Jean-Pierre, oui. J'avoue, je suis surpris pour la France parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps à la radio, justement, ils en parlent beaucoup suite aux retraites. Ils disaient que c'était un partisan de la réforme qui disait qu'aujourd'hui, il faut comparer le taux de pauvreté des retraités français qui est de 7% au taux de pauvreté des enfants en France qui est de 20%. Pour ça, je suis surpris de 7%.
Ah, mais les enfants, je ne les ai pas dans le. Non, mais 53%, là, c'est 53% des retraités, tu dis. Oui, oui, là, là, d'accord. La question, c'est. Là, c'est la population globale. D'accord, mais, ouais, mais voilà, ce que je suis en train de te dire, c'est que la proportion, le message à retenir, parce que je pense que c'est, il y a deux messages à retenir. Mais le premier, c'est que, encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, l'idée, c'est qu'il y a avant que vous arriviez, on a à peu près tous, allez, 4 enfants entre nous, on a une trajectoire de nos salaires à long terme qui est déjà définie en ce jour. Okay, on sait que le pourcentage du salaire des pensions rapporté au salaire net de toute la vie, 75%, et que ce salaire va baisser. Cette proportion-là va baisser. On sait aussi que même les décisions qui ont été prises dans le passé auront un effet néfaste dans le futur, c'est déjà prévu, que ce qui se discute actuellement ne va qu'en rajouter en plus. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le patrimoine, qui pourrait être la deuxième source de dire, je ne sais pas, vous une grande pension, mais c'est pas grave, j'ai 2 millions d'euros que je peux revendre pour pouvoir en vivre. On sait qu'il n'y a que 1% des Français qui ont 1,8 million d'euros, et je ne sais pas, 80 et combien, c'est 800 000 de mémoire, c'était combien? Et il n'y en avait que 5% qui ont 800 000 euros. Quand on fait un calcul de combien il faut pour pouvoir vivre pendant 20 ans et avoir 4 000 euros par mois qui tombent, il faut à peu près 1,5 million d'euros. Donc, qui peut vraiment aujourd'hui dire je peux vivre sans retraite, quoi. Ça veut dire que la majorité des gens sont dans cette catégorie-là. C'est sûr. C'est sûr. C'est ta conclusion. Donc ça, c'est le premier élément pour calculer. Mais moi, je crois l'enseignement numéro 1 majeur, et tu vas peut-être sourire, Didier, parce que c'est une phrase que je dis souvent, on arrive à l'éducation financière. Si vous faites comme tout le monde, vous allez avoir les résultats comme tout le monde. Et comme tout le monde, c'est la seule chose qu'il faut se dire. Faites comme tout le monde, ok, tu as le résultat de tout le monde. Il n'y a pas de raison que sur 45 ans, si tu fais comme tout le monde, tu as le résultat de tout le monde. C'est vraiment la seule chose. Je passe sur les calculs de retraite, mais je vous enverrai les liens dans le, comment dirais-je, dans le Slack, pour que vous puissiez éventuellement, si vous avez envie d'aller plus loin sur vos propres situations. Ouais, sur un Slack. Non, Slack, ça s'appelle Smart CFO, Talk, etc. Et je vous mettrai les deux liens, j'ai pas le temps de mettre les deux liens, mais le calculateur, ils sont là. Donc, en synthèse, qu'on soit super clair, je crois que c'est toi qui dis ça, Mathieu, hier, non, c'était peut-être pas toi. Mais il y a deux problèmes en dessous de retraite. Le premier, c'est démographique. C'est-à-dire que le nombre de cotisants rapporté au nombre de salariés, les cotisants, ils sont ici. Ils croissent. Et le nombre de retraités croissent, d'autant plus qu'on a le phénomène des baby-boomers qui rentrent à la retraite. D'accord? Donc, ça veut dire que le rapport, il s'effondre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'argent des cotisés paye ceux qui sont actuellement à la retraite. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'on a acquis un droit dans le passé qui nous est acquis. Mais non, quoi. Okay, on a un système de répartition en temps réel, en fait. D'accord? Donc, si la somme d'argent qui rentre n'est pas suffisante pour ceux qui en sortent, vous avez un déficit. Et le déficit, c'est ce qui se passe. Et donc, ils sont obligés de faire des changements derrière. Okay, le deuxième problème, qui était très important maintenant qu'il est un peu moins, c'est que la durée de vie, l'espérance de vie augmente aussi. On pouvait vivre jusqu'à 74 ans, 80. En 2016, on vit en 80. 80 qui pouvaient espérer vivre 74 ans. Et en 2016, en 2016, tu peux vivre qu'à 82 ans, 27. C'est ce que tu peux espérer, en tout cas. D'accord ? Donc, le problème est inéluctable. Et les différentes solutions qu'a tout à l'heure abordées François Langlais, excusez-moi, sont déjà mises en place, quoi. D'accord ? Donc, les éléments sont là. Donc, continuons. Ce que je voulais donc vous suggérer, c'est soyez riches avant la retraite. Parce que ce n'est pas après la retraite qu'on va le devenir, et on va même le voir, je vous le pourrai tout à l'heure. Et ce que je vous suggère,
c'est de mettre en place une stratégie financière alternative visant à sécuriser au minimum les gaps de chute salariale. D'accord? Donc, c'est un objectif à vous mettre en tête, et on va le faire tout à l'heure quand on va faire les. C'est essayer de vous dire, voilà, supposons que je vais gagner 4 500 €, je sais pas, supposons que je vais gagner 6 000 € net à la fin de ma vie, et que j'estime tomber à 3, et bien 3 000 €, à mon avis, c'est l'objectif minimum que vous devriez vous donner pour dans 2019 plus le nombre d'années qu'il vous reste à faire. Non, j'ai pris un exemple. Supposons que tu vas finir à 6 000 € de salaire net. Donc, tu vas habituer, tu auras un train de vie qui sera lié à ça. D'accord? On est d'accord. Alors, tu peux aussi me dire, oui, mais peut-être que je ne paierai plus dans l'immobilier entre-temps, mais peu importe. Tu auras un train de vie donné, d'accord? Par rapport à ce niveau de salaire-là. Si tu sais que tu vas probablement perdre 45 à 50% de cette valeur-là faciale-là, c'est 3 000 €, donc 3 000, c'est la moitié de 6 000 €. J'ai envie de te dire, ton objectif patrimonial, aujourd'hui, dis-toi, qu'est-ce que je vais faire comme stratégie aujourd'hui pour que en fonction de ton âge, dans 25 ans, j'ai 3 000 € sécurisés que je peux consommer en plus tous les mois, ne serait-ce que pour rester break-even. Okay. Rappelons aussi qu'à la retraite, on a plus de temps. Comme on a plus de temps, on a plus d'opportunités de faire des dépenses. Tu souris. Tu souris, mais c'est une réalité, quoi. D'accord? Donc, du coup, être riche, ça veut dire quoi pour vous? Non, c'est quand j'aurais plus besoin de compter la résidence secondaire. Alors, les dépenses, c'est. D'accord, mais encore? Mais encore? Et comme je disais, de plus. C'est de l'argent, d'accord. Ok. Frédéric ou Didier en ligne, c'est quoi être riche pour vous? Ben, pour moi, c'est pas. Si tu as une dépense surprise de 1 000 €, tu réfléchis pas trop. Tu as 1 000 € à dépenser, tu n'as pas trop à réfléchir. Tu prends ta carte de Black Mastercard. Allez, sur ma carte, la voiture qui tombe en panne, c'est pas grave. Le lave-vaisselle qui tombe en panne, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais ça fait chier. Mais je peux en racheter un autre sans réfléchir. Comme ça, c'est pas grave. Ok. Donc, c'est comportemental ta richesse, toi. Mathieu? Oui, mais tu dis c'est quand même un coup. Selon ta définition, tu es riche. Ah ouais, t'es riche. Non, moi, c'est trop abstrait, en fait. C'est pas. Ok. Alors, c'est un chiffre, vas-y, je m'intéresse. Non, mais c'est un chiffre, donc du coup, je peux te donner un chiffre. Oui, donne-moi un chiffre. C'est un chiffre qui est sur mon chapeau. Oui, vas-y. Et un montant, c'est la valeur d'un patrimoine. Ok, c'est exactement ce que je voulais entendre. Donc, en général, par richesse, on entend une somme absolue, entre guillemets, dans un coffre-fort. Peu importe, patrimoine, c'est la même définition. D'accord? Ou alors, c'est notamment cette commande qui se fait en France, c'est un salaire supérieur à temps. Donc, par exemple, grosso modo, tu prends le dernier décile par rapport au salaire, et voilà. Et ceux qui sont dans le dernier décile, c'est les plus riches de France. Okay, donc, on peut comme ça savoir, est-ce qu'on a les 0,1%, les 1%, les… Ok, d'accord. Et ce que je vous propose de faire, c'est de lire cette définition et d'essayer peut-être de l'incruster dans votre cerveau ou de vous tatouer et de vous dire, la richesse, c'est savoir si j'arrête de travailler, combien de temps je peux vivre par rapport à aujourd'hui. D'accord? Tu vends tout, combien je tiens? Ouais. La vraie richesse. Ok? Tu as fait ton menu, tu as fait tes courses, tu as fait tes courses. L'idée, c'est d'apporter des étudiants. D'accord? Mais là, pour moi, c'est super important parce que ce que j'essaie de vous faire savoir ici, de faire dire, c'est que, enfin, d'ailleurs, je crois que c'est la prochaine. Ben voilà, c'est un peu la question suivante. Préférez-vous recevoir 1 million d'euros en cash dans 3 mois ou 20 000 € par mois pendant le restant de votre vie? Okay. Le break-even, il est à 4 ans. J'ai déjà fait le calcul. D'accord? Mais voilà, si j'arrivais ne serait-ce qu'à vous faire dire en partant, ah ben en fait, il n'a rien en JP.
le plus tôt possible, si je pouvais avoir des cash flow nets positifs qui rentrent sans limite de temps, et si possible indépendamment de mon activité principale à moi, c'est peut-être la meilleure définition de la richesse. Okay. Poser la question de la résidence principale. Et pour pouvoir le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut détenir des actifs qui génèrent ce cash flow net positif. On est bien d'accord? Okay. En immobilier, c'est quoi cash flow net positif? Donc, là, c'est un point important. Je crois qu'on a déjà parlé avec Cynthia, mais je vais quand même le redire. C'est les revenus locatifs bruts que vous encaissez, moins le financement pour financer l'acquisition de ce bien-là, moins la taxe foncière, moins la charge de copro, moins l'imposition sur le bien foncier, d'accord? Et ce qui reste, alors sur l'année, ou vous ramenez au mois, ou enfin comme vous voulez, mais ça, c'est un premier cash flow net positif, d'accord? Oui, mais on peut toujours ajouter des frais, mais c'est… Oui, oui. Non. D'accord. Ça va jusque-là ou ça va? Ouais. Alors, tout à l'heure, on avait 4 propriétaires. Oui, oui, tout à l'heure, vous êtes propriétaires, c'est pas tous les deux? Ouais. Oui. Oui. Monsieur ou madame, hein, enfin, j'ai. D'accord. Pensez-vous que c'est un actif au sens qu'on vient de le définir juste ici, justement? Pour moi, c'est bien dans le sens où j'ai racheté l'appartement, en fait, j'étais en location du coup, c'est d'acheter. There's very, very big differences here. So let's begin with words here. And one of the biggest words that people have a mistake on, or definition for. Vous entendez en ligne la vidéo? Oui, ça passe avec un petit décalage, mais… Tu l'as, ok, donc c'est mieux que ce qu'on a fait. These words here, assets and liabilities. How many people have heard people say, my house is an asset? Good, that's using the wrong definition. That's the problem. So I'll give you the definition my rich dad gave me. You won't find this in the regular dictionary. This is a very simple definition because this is the guide to wealth. A definition of an asset is something that puts money in your pocket, whether you work or not. That's very simply it. Okay? So when you look at this financial statement as an income statement and balance sheet, there's one more form that basic, not account, but basic accounts are required. It's called statement of cash flow. And what that shows you here is this: assets are putting money in your pocket. So for example, I have a house, and every month, let's say I collect $100 from it to pay all my expenses. The house is an asset. But if the house goes unrented, and every month is now costing me money, that same house is a what? Liability. So this is the cash flow pattern of a liability. So when a person says their house is an asset, I then ask them, I say, is that house putting money in your pocket? They say, oh, no, but it's gone up in value. That shows lack of financial intelligence or financial IQ, okay? I'm not saying don't buy a big house. I'm not saying any of that stuff. I'm just saying don't call a liability a what? Asset. And that's the problem, is using the wrong word for the wrong thing. Or I could have a car. If I use a car as a taxi and every month I put $1,000 in my pocket, it's an asset. But I have my BMW here and it's costing me $1,000 a month. It's a liability. So that's very simply it. So don't call asset liabilities assets, and that's where people get in trouble. Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? C'est du bon sens. Ouais. Ouais, je vois. On va en reparler des résidences principales, comme un actif ou pas un actif, mais. Ça dépend, en fait, Ouais. parce que moi, j'ai plutôt. C'est intéressant, c'est une question de vocabulaire, d'accord? Comptablement, c'est ça. Mais c'est pour ça que le fil conducteur que j'essaie d'expliquer est important. Si on est d'accord que la richesse vient du fait qu'on a des flux de trésorerie qui nous arrivent et qu'il faut un actif pour avoir ces trésoreries-là et que l'on veut être protégé à la retraite, on a intérêt à faire des ajustements dans son patrimoine pour augmenter nos chances d'avoir des actifs qui, à la retraite, font ça. Il est lui-même. Il ne dit pas de ne pas acheter une maison pour vous-même, mais ne considérez pas que c'est un actif qui génère de l'argent. Dans le meilleur des cas, vous pouvez simplement dire que c'est un début d'épargne.
dans le meilleur des cas. Et pas plus. Pas plus. Ok. Ça va? Donc, C'est pas un problème, je peux le prendre les deux. ouais. Ouais. Et si tu dois le vendre avec précipitation, tu vas devoir faire une grosse remise sur le prix, quoi. Ouais. Donc, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire ne pas acheter la résidence principale, mais juste s'il y a, voilà, ce n'est pas un actif. Au sens, ne considérez pas que vous avez un bien qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Ça ne le fait pas. D'accord? C'est un choix entre le propriétaire et le locataire. Donc voilà, ce que je vous invite, c'est à réévaluer un peu avec madame ou monsieur votre situation actuelle en disant, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme actif qui génère du cash? Ah. Et si on veut anticiper notre retraite ensemble, ma chérie, j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il fallait bien qu'on ait des actifs qui génèrent du cash. Qu'est-ce qu'on compte faire pour ça? C'est une décision, je pense, assez intéressante à avoir, à mon avis. Ok, donc évidemment, on a dit tout ça, d'accord? Pour autant, on n'a pas 45 millions de Français majeurs vaccinés qui ont décidé aussi de se mettre à l'immobilier ou à l'actif financier parce qu'on a cette menace de la retraite qui est assez inéluctable. Donc, à mon sens, il y a trois choses qui empêchent que ça puisse se passer. La première, c'est l'éducation financière. Tout à l'heure, on a eu un exemple avec Robert Kiyosaki qui a été assez clair. Le deuxième, je pense, c'est une méconnaissance de soi-même. Et le troisième, c'est qu'au-delà des techniques, je crois qu'il y a vraiment des disciplines et il y a des vertus qui sont requises pour pouvoir faciliter le passage. Ah, on va venir, mais c'est ce qu'on fait. Alors, l'éducation financière, vous prouvez que c'est un critère numéro 1 qui sépare les pauvres des riches. Non, mais je vais vous le prouver. D'accord? J'ai un certain nombre d'éléments. Je prouve à quel point c'est important. Et donc, être ici, c'est une très bonne idée, je pense, par rapport à la moyenne de ceux qui sont au deuxième étage. Mais bon, c'est mon avis. Bon, le premier, vous le connaissez tous. Hein. Là, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup trouvé, mais j'ai pas passé beaucoup de temps dessus. Mais moi, j'ai déjà vu des séquences vidéo à la télévision, là, il y a très longtemps, qui expliquent que les gens qui gagnent 45 millions d'euros au loto, ils sont ruinés au bout de 2 ou 3 jours. Ou des footballeurs qui gagnent. Ok. Donc voilà, les footballeurs, c'est un bon exemple. Des gens qui n'ont pas nécessairement une grande éducation intellectuelle, qui gagnent beaucoup d'argent et derrière, ils n'ont pas tous capacité à la garder. Mais il y en a un beaucoup plus intéressant, qui je pense est beaucoup plus pertinent. C'est encore une fois, je cite mes sources, hein, comme à peu près, sauf tout à l'heure, j'avais un problème sur le graphique avec Macron, mais ça vient de gouv.fr. Je ne peux pas être plus. Voilà. France Stratégie, si tu connaissais déjà apparemment. Donc, ils ont fait une étude, je vous laisse le lire, d'accord? Je pense que vous allez lire plus vite que je vais le dire. Une étude qui a été faite, qui consistait à essayer de trouver si l'origine sociale avait un impact ou pas sur le niveau de vie, donc la richesse des Français. Ça va? Je passe? Donc, la méthodologie, hein, ils sont allés chercher 80 000 personnes. Je pense qu'on commence à un échantillon qui est relatif. Ils ont des sources d'information qui sont peut-être les meilleures qu'on puisse espérer en France. D'accord? État civil, recensement, des sources d'information. Entre mon opinion et la data que je te mets là, il y a quand même un niveau de. Et ils ont pris donc les diplômes par le recensement et ils ont pris les déclarations fiscales. Alors, tu pourrais me dire que les déclarations fiscales sont peut-être pas représentatives des salaires des gens. Ok. Moi, c'est mon cas, en tout cas, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de jouer sur ça. Et donc, la réponse que tu l'as dit à l'instant, oui, l'éducation est le critère numéro 1 de différenciation entre ceux qui réussissent financièrement, etc. Grosso modo, un enfant de cadre a 20 fois plus de chances d'appartenir au 1% plus aisé. 10% les plus modestes, plus la moitié d'entre eux sont des enfants d'ouvriers. Grosso modo, il y a une espèce de détermination à la classe sociale et au niveau de diplôme qu'a eu la personne. La dose statistique, enfant de médecin, 50% ont une chance de faire partie des 20% plus aisés, d'accord? Un enfant sur deux, quoi. Enfin, c'est quand même des filles de médecins, entre guillemets, le déterminisme est excellent, quoi. Enfin, je trouve, hein. Une chance sur deux de finir parmi les plus aisés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est énorme.
Professeur, bon, ma mère était professeure, peut-être que ça va m'aider, je ne sais pas trop, mais pas mon père par contre, donc, je ne sais pas si ça joue, tu sais, quand tu as un père et une mère. Bon, voilà. Et voilà, un enfant d'employé a 12% de chance. Il y a beaucoup de chiffres ici, mais retenez juste, c'est en fait ici, c'est la répartition des revenus, et dans ce fil, par décile, par ici, c'est des quantiles, excusez-moi. Et par l'idée, c'est de dire, quand on prend les 10% qui gagnent le moins, ben, qui sont-ils? Vous voyez, hein, plutôt ouvriers, plutôt profession intermédiaire, plutôt employés, agriculteurs. Il y a 6% de cadres supérieurs dans les moins payés quand même. D'accord. Et dès qu'on passe dans les quantiles des mieux payés, vous voyez tout de suite la proportion change complètement et les cadres supérieurs sont ici, quoi. D'accord. Donc, ce que j'en ah ben non, parce que ça prouve, ce que je viens de dire avant, ça le prouve en allant dans le détail aussi. Donc, c'est pas uniquement, tout à l'heure, c'est le problème de la moyenne. La moyenne, ça dit une chose, mais quand tu commences à aller dans le détail, en l'occurrence, tu me dis, bah, ok, mais c'est la moyenne. Et ce que je regarde maintenant, uniquement si tu gagnes plus de 2500 €, ah ouais, il vaut mieux être cadre supérieur, profession intermédiaire. Tu vois, le message, il est prouvé même quand tu regardes dans le détail, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'éducation financière, en fait, est un enseignement, mais qui est dérivé finalement du cas dans lequel vous avez été élevé finalement, d'accord? Sauf si vous en faites un acte actif, d'accord? Et c'est important. Et alors, une statistique que j'ai trouvée géniale, d'origine sociale dépend, 50% passe par le diplôme et 15% par le choix du conjoint. J'ai trouvé que c'était rigolo de vous montrer ça. Je vois si ça vous... Le choix du conjoint est un déterminant de votre réussite financière, à 15%. C'est pas mal, hein? Moi qui suis célibataire, moi ça m'évoque des choses, je peux vous garantir. J'y irai pas jusque-là, mais je note l'information. D'accord? Mais non, là, c'est pas vraiment ça, en l'occurrence. C'est plutôt qu'il y a un niveau social qui est le déterminant, d'accord? C'est ce qui est. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que votre banquier, c'est ce qui va être raconté dans quelques secondes, votre banquier, lui, il se fiche complètement de votre diplôme. Okay? Parce qu'on peut me dire pourquoi le banquier n'a pas ça. Okay? Et je vais vous laisser. The next thing, like I said, my banker never asked me for my report card yet. And my banker, if I'm going to borrow a lot of money from them, they want to see my financials. And what a banker is looking for is your financial IQ. They don't care your academic IQ. They want to see how smart you are with money. And it's not that I wear nice clothes, have a nice watch, and have a nice house, a nice car. Banker doesn't care because how many people know people who are looking good but are flat broke? So, and that's the big problem here. So when a banker looks at this thing, the bankers look again at cash flow. So when a banker looks at this, let's say the person has a job, the money comes in and the money goes out. They look at that, that's a cash flow pattern of a poor person. If they don't change their pattern, they'll be poor. It is not how much money you make. It is how much money you spend is the issue here. For example, I have a doctor friend. He makes about $400,000 a year. He's very proud. He has no debts. He lets people think that debt's bad. That's really moronic. But anyway, but he makes $400,000 and he spends $400,000. So even though he makes a cash flow pattern of a what? Poor person. What the middle class generally tend to do is the first thing they want to do is have a big house and they have a thing called a mortgage. And the different definition of mortgage comes from the French word mortier, which means debt. That's what it means, So what happens? They have a mortgage with a nice BMW or Mercedes, so they're looking good, but going broke and then goes, I can see your cash flow pattern is this. And this is the cash flow pattern of the middle class. It's working hard and going broke. They never get ahead. They buy big houses, they do home equity loans, and they think they're Donald Trump with real estate investors. All they got is a big house they're in debt to. A lot of people use their house as an ATM machine. Every time it goes up and down, they borrow the money out. Ouais. The next thing, like I said, my banker never asked. Ce qui vient de dire à l'instant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les crédits hypothécaires. C'est-à-dire que sur la valeur nette entre la valeur de votre bien et ce qui reste d'emprunt, vous pouvez remprunter ce
pouvez mettre en garde, entre guillemets, et refaire après. Before my report card hit, and my banker finishing a mortgage comes from the French word, full pattern of the middle class. It's working hard and going broke. You know, they never get ahead. They buy big houses, they do home equity loans, and they think they're a Donald Trump with real estate investors. All they got is a big house they're in debt to. A lot of people use their house as an ATM machine. You know, every time it goes up and down, they borrow the money out. You know, that is really a loser's point of view. I mean, that's not, bankers love you because you're greatly in debt, but it's not a way to get ahead. And this is the cash flow pattern of a rich person. They have assets here. And so generally what it is they have a business, they have real estate, and they may have dividends from stocks and bonds and stuff like that, interest. So those are assets. So oftentimes I ask people, think about it this way. If you stop working today, let's say you're married, you have a spouse, if you stop working today, how much money keeps coming in your pocket? And how much money keeps going out? All the things that are taking money out of your pocket are what? Liabilities. And anything putting money in your pocket is an asset. So the reason my wife and I could retire is very simply we have money going like this. This means we're wealthy. You know, we don't have much in savings and all that, but every month it's hundreds of thousands of dollars going like this. And that's how you get wealthy. You know, just have assets that produce money every single month. When I did this program in Singapore, I asked people to raise their hand and say, would you mind telling me some of the assets you have? And someone raised their hand and said, yes. Bon, je passe une blague à la fin, elle est rigolote, mais je la passe. Est-ce que vous en retenez ça? Non, c'est parti. Il parle de cash flow pattern. Okay, voilà, donc ouais, il revient sur le fait, donc on parle d'éducation financière. L'idée, c'est qu'elle se transcrit dans les actes que vous faites sur votre compte bancaire. Je veux juste que vous gardiez ça en tête. D'accord? Et votre banquier va analyser. Je ne sais pas. Hein. Il va analyser. Il va vite voir c'est quelqu'un qui est plutôt conservateur et a un comportement récurrent qui prouve que vous pouvez garder du cash, mais mieux en générer. Et le jour où vous pouvez lui démontrer de façon consistante que vous êtes quelqu'un qui peut carrer du cash et en générer, quand vous allez proposer un deuxième dossier, ça va bien se passer. D'accord? Si vous avez ce pattern des pour, comme il a dit lui-même, ça va se voir. Donc, un prêt à la consommation, entre autres, c'est un exemple. Okay, bah, vous ne pouvez pas gérer votre argent parce que vous n'allez pas être capable d'anticiper le fait que votre lave-linge allait tomber par terre. Okay, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a carrément un économiste qui s'appelle Franco Modigliani qui en a fait une règle économique, mathématique, et qui a été démontrée comme vraie et qui est très intéressante. Qui consiste à dire qu'en fait, quand on prend les jeunes, alors les jeunes actifs, c'est 16 à 40 ans, c'est pas 16-25, 16 à 40 ans, okay, qui sont ceux qui ont le plus intérêt à gagner, à avoir des comportements vertueux, de mettre de l'argent de côté dans les épargnes ou les investissements. Pourquoi? Alors on l'a dit, hein, on a l'avantage du temps, fait que même 100 € de côté tous les mois pendant 20 ans, tu as déjà 1 million d'euros sur ton compte bancaire au bout de 20 ans. Manque de peau, c'est ceux qui épargnent le moins. Okay, à part exception. 40 à 45 à 65 ans, revenus des élevés, subitement, il y a une augmentation de l'épargne qui est faite. Okay, alors, pour différentes raisons. Un, parce que comme tu as subitement beaucoup plus d'argent, mais que tu arrives un peu à gérer tes expenses, voilà, tu as le net que tu mets de côté. Ou alors, tu commences à voir le feu ou la glace, la retraite qui est à 20 ans, et subitement, on t'a une échelle de temps, 20 ans, 15 ans, ça devient matériel. 45 ans, c'est pas matériel, alors que c'est inéluctable quelque part, mais c'est comme ça. Et arrive, quand c'est trop tard, là, tu consommes sur ton épargne. OK? OK? C'est trop tard. Donc, moralité de l'histoire, il est 13h48 et on arrête à 14h. Et investissez sur votre éducation financière. Prenez action avant la moyenne de votre classe d'âge pour épargner et ou investir, ou les deux. Adoptez un cash flow pattern de riche le plus tôt possible. Et il y en avait un troisième, je crois que. Ah oui, et le dernier que j'adore, qui vient d'un Jim Rohn, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui fera la phrase suivante: Work on your job and you make a living. Work on you and you make a fortune.
Moi, je trouve que c'est assez puissant comme phrase. Je trouve que c'est assez puissant. On va jusqu'à 14h, ça va? Oui, non? Non? Ah bah ouais, alors on arrête là, ça va? Ouais, continuez sans nous. Vous allez rater la fois qu'on fait la fois prochaine. Ah, Non, c'est enregistré, donc vous pouvez toujours le. Ok. D'accord. Mais non, je le fais maintenant, je ne fais pas l'ascension. Je le fais qu'une fois, quoi. Ouais. Mais je l'enregistre par contre, copia, ils peuvent le revoir après. Ok. Donc là, c'est sur la méconnaissance. L'éducation. Comme tu veux. Frédéric et. Enfin, je leur demande. Frédéric et Didier, vous êtes encore là? Toujours, ouais. Tout. Oui, je suis là. On fait un break là, parce qu'en plus, on est juste à la fin de notre paragraphe. Il y en a 3 qui sont en train de partir ici parce qu'ils n'ont pas mangé, entre autres, 2. D'accord. Aux réunions. On s'arrête là? Non, c'est bon, on peut s'arrêter là, c'est pas de souci. Ça marche. Merci. Ça roule. Merci de votre temps. Merci à toi. Merci à toi.